J'ai le plaisir d'accueillir autour de la table Roland Gillet. Bonjour Roland. Bonjour. Professeur d'économie financière à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, à l'Université libre de Bruxelles, conseiller économique dans divers pays. On va en parler ensemble. Face à vous, Jean-Marc Daniel, éditorialiste BFM Business que nous connaissons tous. Bonjour, rebonjour Jean-Marc. Toujours au théâtre de poche ? Toujours au théâtre de poche, 21h tous les lundis. Tous les lundis. La dette en vedette. Est-ce qu'il reste encore des places ? Quasiment plus, faites vite. Oui, il faut aller assez vite. Il en reste encore des places, mais il faut quand même aller assez vite. Bon, la dette en vedette. Et puis à vos côtés, Jean-Marc, Guillaume Dard. Bonjour Guillaume. Bonjour. Président de Montpensier-Brevel, vice-président de l'Association française de gestion financière. Bienvenue à tous les trois. On commence tout de suite par l'intelligence artificielle. Et cette note très commentée, la crise mondiale de l'intelligence en 2028. Une note d'anticipation d'un centre que je ne connaissais pas, l'Institut américain Citrini Research. Je vous cite un passage éclairant qui résume un peu l'esprit de cette note. Il aurait dû être clair dès le départ qu'un seul cluster GPU, vous savez, c'est une sorte de data center dans le Dakota du Nord, générant le rendement précédemment attribué à 10 000 cols blancs du centre-ville de Manhattan, et davantage une pandémie économique qu'une panacée. Guillaume Dard, est-ce que vous êtes d'accord avec ce message ? L'IA qui arrive et qui menace les emplois qualifiés, est-il une menace ou en tout une cas, panacée ? Je cherche le terme étonnant d'abord, avant d'être préoccupant et avant éventuellement d'être inquiétant. Ce qui est étonnant, c'est la rapidité du changement qui vient de se passer depuis 3 semaines. C'est-à-dire jusque-là, on regardait ChatGPT, on faisait des choses formidables, on avait Mistral, tout ça était assez sympathique. Et puis, il y a cette société qui s'appelle Anthropic, dont on verra ce qu'elle vaudra quand elle sera vraiment cotée. Mais enfin, qui Claude, le grand langage. Voilà, Claude. c'est son application, mais la société s'appelle Anthropic. Et puis, il y a monsieur et madame Amodei, frères et sœurs, qui étaient chez OpenAI au départ et qui ont lancé Anthropic avec une vision plus organisée, plus pratique, avec des verticales de métiers. Et donc, il y a... C'est davantage B2B. Si on résume, c'est ChatGPT pour le grand public et Anthropic et Claude, davantage pour le business. Les autres, c'est un très bon résumé. Je pense que les autres seront vexés que vous disiez ça, mais ça ressemble à ça. Et alors là, quand vous entrez dans Claude, c'est un changement complet. C'est-à-dire que d'abord, il va travailler non-stop, ça dépend de la version que vous prenez. Mais c'est pas juste vous faites un petit prompt et puis il vous répond tout de suite. Il entraîne un travail et ça va modifier complètement le travail d'un analyste financier, d'un avocat, d'un géomètre, de tout le monde, d'un agent immobilier, mais dans des proportions dont on n'a pas idée. C'est-à-dire qu'il va tout d'un coup, vous codez tout ça en Python, en COBOL. Et d'ailleurs, c'est pour ça que IBM a baissé de 15% quand ils ont fait une déclaration en disant on va programmer en COBOL. C'est-à-dire que le changement... Qui était le logiciel d'IBM. Tout ce qu'on apprend avec des études, des applications, 15 ans d'expérience, est remplacé, pas entièrement. Et c'est ça la question qui se pose. C'est pour ça que je n'ai pas de jugement et qu'on va... Comme nous sommes schumpeteriens, on pense bien que quelque chose va jaillir de tout ça et que l'espèce humaine va en profiter. Mais le changement immédiat, c'est vraiment comme la filature, comment ça s'appelait la machine génie le spin génie en 1900. Oui. Enfin, puis la après, machine textile. C'est-à-dire que. Et là, il y avait forcément déclenché une. Engendrer les ludites, hein. Voilà. On finit par tout casser, attention. Ça multiplie la production par 10. Donc le scénario fait par Citrini. Il est possible, il est probable, à moins que justement il y ait une espèce de blocage. Mais c'est un changement dont j'aimerais bien. Enfin, c'est pour ça que j'ai insisté auprès de vous pour qu'on en reparle. Claude, Anthropic, c'est un changement d'une dimension on n'a pas vu depuis Excel ou depuis le iPhone. Ouais. Mais, sauf que ça s'applique instantanément, alors que l'effet d'Excel de l'iPhone, ça a mis 10 ans à se développer. Ça a secoué très fort sur les marchés. Effectivement, on a une correction boursière quand même depuis quelques jours. IBM, donc qui est dit Cobalt, a perdu 30 milliards en une séance. 13%, ça a été violentissime à l'annonce des dernières évolutions de Claude. Mais Salesforce, SAP, Adobe ont tous
pris cher, si je puis me permettre cette expression, ces derniers jours. Jean-Marc, est-ce qu'on est à la veille d'une révolte des néoludites face à l'IA, ou est-ce que c'est une chance pour l'économie les deux, c'est une chance pour l'économie, et nous allons assister à une révolte des ludites. Alors, les ludites, historiquement, il y a tout un tas de papiers là-dessus qui commencent en disant les premiers ludites, ça a été les chevaux. C'est eux qui ont été les premiers concernés par le progrès technique. Ils se sont assez peu révoltés. Parole, heureusement. Ensuite, les deuxièmes ludites, c'était les travailleurs manuels. Oui. Et on a contenu leur révolte en leur racontant des sornettes. On leur a dit, on va construire le socialisme, vous allez avoir des sociétés où vous serez beaucoup plus heureux et tout ça. Et donc, on a réussi à avoir des mouvements de force, de violence. Bon. Je pense que là, maintenant, on s'attaque aux métiers intellectuels. Et donc, les ludites vont être dans ce que j'appelle, moi, la lutte pour maintenir ce que j'appelle donc la rente de l'imposture. On a parlé des analystes financiers, on a parlé de... Vous regardez, effectivement, il y a tout un tas de gens dont le métier est de donner des interprétations plus ou moins fallacieuses sur la situation d'information, et ces gens-là vont disparaître. Pas totalement. Dont les journalistes. Dont les journalistes. Je vais abandonner mon poste, si je comprends bien, cher Jean-Marc. Donc, ce qui va il faudra être sympathique, beau, drôle et sympathique. Ce qui va subsister, c'est le théâtre le lundi à 21h, parce que ça n'a aucune intelligence artificielle. Surtout au théâtre de poche. Voilà, au théâtre de poche. Mais plus sérieusement, ce qui va subsister, c'est effectivement, récemment, vous avez eu une intervention d'un certain nombre d'avocats qui ont dit, ce qui va subsister, c'est le pénal pur. C'est l'audience en pénal, mais le conseil juridique, l'intelligence artificielle va le faire. Oui. C'est donc les caractéristiques de l'homme qui vont continuer à subsister. Alors, par rapport à ça, je pense qu'il y a quand même 3 éléments complémentaires sur lesquels je voudrais insister. Le premier, c'est que tous les éléments de progrès technique et tout ça ont été fondés et conduits à des gains de productivité. Et donc, par rapport à la note qui est là, ce que je trouve assez surprenant, c'est que c'est une note qui est encore dans un concept et dans un mode d'organisation intellectuelle keynésien où il faut de la consommation pour avoir de la croissance. Alors que même des gens comme Krugman disent que ce modèle-là est un modèle qui est périmé, et que le véritable enjeu, c'est effectivement de reconvertir des gains de productivité en pouvoir d'achat. Et que le pouvoir d'achat ne passe pas forcément par le Fordisme historique, c'est-à-dire la hausse des salaires, mais le pouvoir d'achat est passé assez souvent par la baisse des prix. Et donc, premier élément, je pense qu'on va vers une société qui est une société de déflation. Et donc, tous les gens qui se sont engagés dans des procédures d'accumulation de dettes vont être confrontés à un véritable mur, je pense aux États. La deuxième remarque que je ferai, c'est qu'on va avoir un cumul à la fois de progrès techniques considérables et d'entrée sur le marché du travail de tous les paysans du tiers-monde, ce que j'appelle le paysan indien. Oui. Et donc la déflation va être encore plus sévère que ce à quoi on s'attend. Et le troisième enjeu, c'est que je pense que le ludite, pour en revenir au ludite, sa capacité de nuisance n'étant plus la force physique, ça va être la force symbolique, ça va être un combat idéologique. Politique, c'est-à-dire qu'on va substituer à l'émeute et aux affrontements dans les rues, qui étaient la caractéristique des communistes, les affrontements dans les médias et les symboles, et donc... c'est le retour d'Antonio Gramsci, fondateur du Parti communiste italien, et donc pour l'hégémonie culturelle. Voilà, on va passer de Marx à Gramsci, c'est-à-dire qu'on va passer de la lutte des classes à la lutte des castes, à la lutte des gens qui détiennent un savoir. Oui, des idées. Et je pense qu'il va falloir effectivement aborder le sujet sur un plan purement des idées. Et pas la médecine, par exemple, va être attaquée. Pour l'instant, la médecine... elle ne va pas être attaquée, elle va disparaître. Non, mais surtout, il ne faut pas demander à l'IA. C'est Laurent Alexandre qui est toujours assez extrême, mais qui dit un arbre de décision, le meilleur médecin, au 7e arbre de décision, déjà, il ne suit plus. L'IA, il peut en faire 27. Donc, mais ce n'est pas Laurent Alexandre qui le dit, c'est Daniel Kahneman, qui a été prix Nobel d'économie et qui a interprété effectivement son prix Nobel sur le fait que un des atouts de l'intelligence artificielle, notamment en médecine, c'est que si vous allez voir un médecin à 9h du matin, vous n'avez pas le même diagnostic à 5h de l'après-midi avec les mêmes symptômes. En revanche, si vous allez voir l'intelligence artificielle, vous avez exactement le même diagnostic à 9h et à 17h. Bon, on demande ce qui va rester un peu. Vous pouvez réagir sur Twitter à la densité des propos qui sont tenus ce matin. C'est quand même, on parle de ce qui va se passer très, très vite, dans un avenir très proche. Comme Nicolas, par exemple, qui nous écoute depuis la Belgique et qui vous... salue Roland Gillet, et qui se demande s'il ne pouvait pas donner, si vous, cher Roland, ne pouviez pas donner des conseils au gouvernement belge qui a beaucoup de mal à faire des budgets
convenable. Donc, bon, Roland Gillet, le message est passé, cher Nicolas, et merci de votre écoute fidèle. Je reviens à notre sujet intelligence artificielle. Bon, Jean-Marc a dit... Est-ce que je peux dire une bêtise? Beaucoup de choses. On peut toujours commencer par des bêtises. Mais la bêtise, je vais dire, c'est quand même fort que ce soit deux Français qui me disent sur le budget belge comment il faut arriver à en avoir. Ah ouais, voilà. On n'a pas encore parlé. Eux n'ont rien dit, c'est Nicolas. Bien d'accord, mais je vous vois venir. Et Nicolas Clippé aussi, en fait. Je crois que Nicolas nous écoute depuis la Belgique également sur l'intelligence artificielle. Charles, là, quand même, cette idée qu'on rentre dans une période déflationniste, c'est une idée, on en parle beaucoup avec Jean-Marc Daniel, pour tout vous dire, autour de la machine à café, qui est notamment, qui vient de la Banque mondiale, de rapports de la Banque mondiale, du FMI. Peut-être vous souhaitiez nous en parler d'ailleurs, Roland, mais qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Est-ce que c'est une bonne, une mauvaise nouvelle? Qui est en danger? Jean-Marc nous dit ceux qui sont les plus endettés. Il y a les États, il y a aussi peut-être certains ménages, mais c'est aussi du gain de pouvoir d'achat. Oui, mais d'abord par rapport à ce qui était dit, forcément que je rejoins les deux opinions sur le point de dire que ça va faire des bouleversements, mais j'entends des gens qui sont dans des secteurs spécialisés de ce qu'on pourra faire avec l'intelligence artificielle en dehors de constater qu'elle va très vite. Il y a des choses qui sont probablement nettement meilleures que le cerveau humain peut le faire. Par exemple, des diagnostics en médecine, prends quelqu'un comme un scénologue qui ne verra pas aussi bien qu'un échantillon fait sur 180 millions, 2 milliards de personnes, ça c'est sûr. Mais il reste quand même que pour je vais dire la prescription, le cerveau humain peut encore faire des choses pour le moment qui sont différentes que ce que fait un robot. Je discutais avec un pilote d'avion qui est instructeur, il me disait la même chose. Il me dit, Roland, moi si tu me demandes demain de monter dans un avion et de l'intelligence artificielle, on en a déjà. Elle sera encore plus poussée, ainsi de suite. Mais la réaction d'un homme en émotivité peut être dramatique parfois, mais elle peut aussi sauver quand on fait quelque chose. Et il y a eu des exemples dans l'aviation notamment, où c'est le fait que la personne savait qu'elle risquait sa vie. Un ordinateur ne risque jamais sa vie, qui a fait qu'il a fait quelque chose pour se sauver. Lui, il a sauvé aussi les gens derrière. Donc, il y a plein de choses où on va voir comment on peut l'utiliser, ça va pouvoir nous aider, mais dire tout de suite, et c'est vrai qu'il y a des risques, et on ne sait pas jusqu'où on va pouvoir aller, oui. Il y a quand même une chose qui est quand même très différente. Deuxième chose aussi, c'est si vous prenez quelqu'un comme Steve Wozniak, c'est quand même celui qui a inventé chez Apple le système des fenêtres intégrées dans le logiciel de base. Qu'est-ce qu'il disait encore il n'y a pas si longtemps? Aujourd'hui, il est un peu malade, j'entends, maladie pas par rapport au cerveau, mais il est toujours dans le mot intelligence artificielle, et il parle derrière d'intelligence humaine. Il y a plus d'artificiel que d'intelligence, donc c'est autre chose. Donc de voir comment on peut un jour, dans la rationalité, et on a rappelé des exemples tous, où c'est sûr que ça va faire des tas de gens qui vont se retrouver à ne plus faire cette partie du travail, ça va peut-être créer aussi de l'innovation et qu'on va aller beaucoup plus loin que ce qu'on allait avant. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est tous les trois dans l'expectative et il y aura toujours des alarmistes dans un sens. Je vous avoue qu'en Europe, nous, de toute façon, on est en train de régler le problème autrement par la régulation. C'est-à-dire que nous, avant qu'on ait des champions, on s'arrange déjà pour éviter qu'on en ait parfois parce qu'on a peur. Oui, mais c'est un modèle de développement l'IA. Et je ne dis pas non plus qu'on a tort. Avec des valeurs derrière. Vous voyez, on le dit tous les trois. Je ne dis pas qu'on a tort d'avoir peur, mais si on casse déjà le jouet avant même qu'on ne le crée, ça peut être aussi un point. Donc, je pense que c'est fort Roland a raison, mais le truc, le phénomène-là, c'est l'accélération du mois. Au fond, on commence à percevoir ça en novembre 22, on regarde, moi je regarde tout de suite. Bon, on voit que ça peut servir à beaucoup de choses, mais ça ne bouleverse pas tout. Et là, maintenant, ça veut dire une appropriation de l'IA pratiquement, ça veut dans le dire, tissu économique. Je sais pas, un jeune cadre de chez Revolut hier soir qui tout d'un coup, avec Claude, a fait 40 applications Excel en une demi-heure qui faisaient son job où il avait et auparavant, ça lui prenait 2 mois à régler tout ça. Et encore, je simplifie pour que vous compreniez. C'est-à-dire que c'est une accélération de productivité comme on en a vu probablement avec la mulgénie. Oui. Non, et c'est ça, toutes les réflexions qu'on a tous les trois, moi compris, c'était de la bonne généralité. Moi, si je vous écoute, j'entends un avenir prospère quand j'entends ça. C'est schumpeterien, ça va aller bien. Formidable. Et comme en même temps, il va falloir beaucoup d'énergie, c'est que bien sûr, c'est déflationniste, mais entre les deux, on a un problème de métaux, c'est-à-dire qu'on peut avoir le pire des scénarios, Jean-Marc, c'est-à-dire qu'en plus, on peut avoir des montées qui ne sont pas de l'inflation, comme tu dis, mais des montées de prix relatives qui sur l'énergie qui désorganisent dans ce cadre déflationniste. Oui, je suis assez d'accord qu'il y aura sur le plan de l'énergie une montée
une montée des prix de l'énergie. Et le coût de l'énergie va réaugmenter relativement, mais dans des proportions de la même nature que des chocs pétroliers qui ont été finalement assez vite digérés. Ce qui va manquer, c'est de l'électricité. Et donc, on le voit déjà, il y a des prévisions qui sont faites toujours pareil, par la Banque mondiale sur le prix de l'uranium. C'est-à-dire que l'électricité, ça va être de plus en plus maintenant de l'uranium. Enfin, le débat, Jean-Marc, actuellement en France, autour de la PPE, c'est qu'on produit trop et que la consommation baisse. C'est ce qu'on entend. Mais alors ça, c'est pourquoi ? C'est parce qu'on n'a pas les data centers. C'est absolument incompréhensible. Donc c'est courte vue. Non, mais c'est pire que ça. Ça veut dire qu'on est un pays du tiers-monde, quoi. Jean-Marc Daniel. Oui, et donc on va avoir besoin d'électricité. La question, c'est de savoir effectivement comment on va réaliser cette électricité. Est-ce que ce sera de l'uranium ou est-ce que ce sera du soleil ? Moi, j'avais écrit un livre qui s'appelait Redécouvrir les physiocrates et je rappelais que d'Alembert disait à Mirabeau, le père du révolutionnaire, Mirabeau lui dit « L'avenir, c'est le soleil, l'énergie, c'est le soleil. On ne sait utiliser que le soleil d'hier, qui est le charbon, ou le soleil de demain, qui est l'agriculture. » Et d'Alembert lui dit « Avant la fin du siècle, nous saurons utiliser le soleil d'aujourd'hui. » Sauf que d'Alembert... Et donc rien de neuf sous le soleil, voilà, si je puis dire. Il disait ça au XVIIIe siècle. La fin du XVIIIe siècle, on n'avait toujours pas le soleil d'aujourd'hui. Du XIXe siècle, toujours pas. XXe siècle, toujours pas. Donc je ne sais pas si au XXIe siècle, c'est un des vrais paris. Est-ce qu'on aura véritablement une capacité ? Parce que le soleil comme source d'énergie, c'est infini. Donc à partir de ce moment-là, on il y en a qui pensent beaucoup, c'est Elon Musk. Qui donc je pense qu'effectivement, il va y avoir une pression sur le coût de l'énergie. Mais quand on regarde historiquement, effectivement, les périodes de déflation sont quand même des périodes de gains de productivité convertis en baisse des salaires. Et ces gains de productivité, je maintiens, ils vont être doublement importants parce qu'il y aura, les gains de productivité liés à l'intelligence artificielle et les gains de productivité liés à l'exode rural du tiers-monde. Oui. Or, ce qui s'est passé, on parlait du Royaume-Uni, ce qui s'est passé dans les années 1820-1830 au Royaume-Uni, ça a été effectivement les gains de productivité technologique qui ont suscité les Luddites dans le textile et l'exode rural colossal, qui a été tellement important qu'il a fallu exporter une partie de la population. Le Royaume-Uni, qui était quand même la première puissance économique de l'époque, qui était en situation quasiment d'avantage absolu, c'est-à-dire qui prétendait être capable de fournir tout ce dont avait besoin le reste du monde, n'arrivait pas à employer tous ses salariés, tous ses hommes, et donc les envoyer aux États-Unis. Donc je pense qu'effectivement, il va y avoir un choc qui sera un choc sur les prix, c'est-à-dire que la baisse du coût du travail va être colossale. Et donc pour moi, l'enjeu, indépendamment des problèmes, ça va être sur le plan strictement économique qu'on va rentrer dans une période de déflation, que cette période de déflation n'est pas forcément négative sur le plan économique, parce que la déflation, c'est du pouvoir d'achat, mais c'est négatif pour les gens qui sont endettés. Est-ce que c'est une ère de prospérité ou pas ? Car c'est ça qui compte. Revenons sur l'énergie. L'économie, c'est de l'énergie transformée, on vient de le rappeler, c'est le charbon anglais au 19e, c'est le pétrole saoudien au 20e, et c'est l'uranium d'une certaine façon. Mais la loi de Kardashev que connaît très très bien Jean-Marc, c'est une civilisation est développée quand elle utilise toute l'énergie de son étoile, donc le soleil, et on en utilise un demi-milliardième. Bon, alors on ne va pas y aller tout de suite, mais ce que Musk, Raphaël, vous venez de le citer, qu'est-ce que dit Musk ? Il dit il faut qu'on mette les data centers dans l'espace, parce que là, c'est beaucoup plus efficient, c'est 5 fois plus efficient le solaire, il n'y a pas de problème d'eau, de refroidissement. Alors évidemment, comme il était en face de quelqu'un qui sait compter, il lui dit bon, alors ça fait combien de fusées ? Il m'a dit c'est pas compliqué, c'est une fusée toutes les heures qui part pour emmener le matériel là-haut. Il dit mais ça coûte cher. Il dit oui, 800 milliards. Mais c'est tout ce que les entreprises européennes empruntent par an. C'est pas grave, on y arrivera, c'est que des goulots de tremblement. Donc on a ce monde qui se dessine, ça va toujours plus lentement qu'on ne le croit. Et il rajoute les humanoïdes. Mais on est dans un... Ce que je voulais dire au début de ces discussions, c'est que Claude, anthropique, c'est le plus gros changement qu'on vient de voir de façon concrète dans l'intelligence artificielle qui était pour l'instant, un peu générique. Je ne suis toujours pas au clair sur le fait de savoir si on va vers une ère de la prospérité ou pas, Roland Gillet. Ça dépendra aussi de ce qu'on va faire avec l'intelligence artificielle et de ce qui va se dégager comme énergie qui se faisait. Prenons par exemple des gens avec qui j'ai profond respect, avec qui je travaille aussi, qui font, quand on fait des études, qu'elles soient scientifiques ou autres, mais des études empiriques, on doit malaxer beaucoup de données, ça prend du temps, et ainsi de suite. Ces gens-là, ils ont les capacités, comme je pense je les ai également, de faire autre chose, mais on est obligé quand même d'aller faire. Avant, on devait même aller les chercher à la main, enfin, vous voyez un petit peu le temps qu'on perdait. Aujourd'hui, on ne doit déjà plus faire ça. Maintenant, on va avoir des systèmes où on va pouvoir le faire encore plus vite. Pensez bien que pendant ce temps-là, on ne va pas se dire, OK,
bah, puisque ça va plus vite, je vais aller jouer une partie de tennis. Eh non. oui. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des déplacements. Et donc je pense que c'est aller vite en besogne de dire, oui, mais donc tous ces gens-là, boum. Ils n'iront il va pas rien au se passer à chômage, côté. les énergies vont Il y a- être il y a une étude- déplacées ailleurs. Il y a une étude de McKinsey qui vient de sortir, alors ça vaut ce que ça vaut, mais ils disent, eux, qui pensent qu'en 2100, 2130, enfin c'est l'ordre de grandeur, les gens vivront beaucoup mieux sur Terre, contrairement à ce qu'on veut dire, parce que justement, grâce à tout ce qu'on va avoir comme gain de productivité, tout l'essentiel ne coûtera presque plus rien, et donc tout le monde sera plus heureux. Et ça ne Donc, met pas en une ère cause de prospérité. Exactement. mais donc, ça veut dire qu'on n'est pas nécessairement, Jean-Marc l'a rappelé, dans une phase où c'est la fin du monde. Hein, parce qu'il y a des gens qui ils ont toujours besoin, quand il y a quelque chose de nouveau, et je te répète, hein, on est tous... La phase de transition va être incroyablement difficile. Le 19e siècle, c'est ce qui a changé le destin de l'humanité. La pauvreté était abominable en 1800 globalement dans le monde. La situation globale, en tout cas dans la partie occidentale, est bien meilleure en 1900. Mais entre les deux, je n'ai pas besoin de vous relire Dickens de A à Z. Et il y a quand même un point aussi, il y a quand même des gens qui sont bien formés, qui ont aussi un col blanc. Il y a ceux qu'on peut penser qu'on va pouvoir remplacer, mais tous ceux qui, eux, vont être non pas remplacés, mais vont avoir l'intelligence artificielle à disposition et ces développements vont pouvoir aussi faire autre chose et s'en servir encore mieux. Donc clairement, ces gens intelligents qui étaient pris dans leur quotidien par des choses qui les ou surveillance ou vérification, ainsi de suite, si ici, dans les modèles, on a à un moment donné, parce que c'est un peu comme la blockchain, il y aura sûrement des bugs à certains moments, mais quand ça marchera bien, on aura des tâches qu'on ne fera plus, ça permet de faire autre chose qui intellectuellement permet d'aboutir peut-être à d'autres C'est ce qu'on espère. Mais oui, mais c'est ça, pas sûr. Mais ça, Et on est c'est pas tous les sûr. trois. Mais non, mais le pas sûr, c'est pas sûr. Mais tu sais comment, Guillaume, mais on laisse finir Roland. Mais il y a au moins quelque chose que je trouve que sur le pas sûr. Si chaque fois on est dans le pas sûr, quand on a quelque chose qui est une révolution et qui permet quand même, allez, prenons quelqu'un qui est malade aujourd'hui, sur le plan du diagnostic, si effectivement ça peut être mieux, on va quand même pas dire oui, mais ça va créer ce. Les progrès sont extraordinaires. D'accord, Roland, moi je veux pas l'interdire. Mais non, mais je veux dire, je mais dis ça veut simplement dire qu'il est très difficile de déterminer la longueur et la difficulté de la phase de transition. Oui, c'est vrai. Mais imaginons, même sur ce volet-là, et je répète, je ne suis pas médecin, mais j'entends un peu les débats, je les écoute tout simplement, mais si on améliore en plus la qualité de la médecine qui permet des diagnostics précoces, qui font que les gens restent en meilleure santé, et ainsi de suite, ça va régler aussi d'autres problèmes sur le plan de la sécurité sociale notamment. Je sais qu'en France, c'est quand même un budget qui a plutôt tendance à augmenter qu'à se réduire. Donc clairement, et si vous voulez que je vous dise, en Belgique aussi, comme ça vous ne me direz pas qu'il y a un biais naturel chez moi. Voilà, ça c'est le message pour Nicolas. Quand on voit ça, je pense que c'est tellement avec des mailles qui vont dans tous les sens qu'avant de tirer des conclusions, on n'en a d'ailleurs tiré aucun, on peut être interpellé, on peut s'inquiéter, mais à un moment donné, on peut aussi être positif et voir chaque fois qu'il y a eu ce genre, en tous les cas, de grandes révolutions, il y a eu aussi des événements, heureusement, positifs derrière. Oui. Non, mais Jean-Marc Daniel. Pour répondre à votre question de façon claire, c'est une excellente nouvelle. Bon. On va avoir des gains. Non, mais moi j'entends choc, j'entends déflation, j'entends tout ça. Oui. Ce sont, dans la sémiologie, des mots chargés d'une connotation un peu anxiogène, Jean-Marc Daniel. Voilà, c'est une excellente nouvelle et je vais répondre également à ces mots. Donc, choc, ça, c'est le mot déflation. Je pense que, et c'est en ce sens que le travail de cet institut me paraît tout à fait fragile. C'est un travail qui consiste à considérer que le mode d'organisation naturel de l'économie, c'est l'inflation. Et même de donner aux banques centrales un objectif d'inflation. Or, quand on regarde dans Ils l'histoire... fonctionnent tous comme ça, pardon, mais toutes les économies modernes et développées fonctionnent, et les banques centrales fonctionnent comme ça. Oui, et je pense qu'elles fonctionnent comme ça depuis 40 ans, 50 ans, 60 ans. On a abandonné les talons or. Depuis, oui, enfin, il y a eu de l'inflation même à l'époque de l'étalon or, c'est-à-dire depuis 45, c'était l'échange. Et donc on change d'époque. Vous êtes en train de nous dire, Jean-Marc Daniel, qu'on doit changer d'époque et donc de logiciel. On va changer d'époque et donc on va se poser la question. Par exemple, à quoi sert une banque centrale? On n'arrête pas de nous dire la banque centrale, elle sert à lutter contre l'inflation. S'il n'y a pas d'inflation. Or, il y avait des banques centrales avant l'inflation. On va mettre les banquiers centraux au chômage aussi avec cette histoire d'IA. Vous prenez une banque centrale du 19e siècle, pour en parler de Dickens et tout ça, vous lui dites quelle est votre mission. Vous apercevez, elle vous donne une liste de missions, elle ne parle pas un mot d'inflation. Et quand on lui dit l'inflation, le banquier central du 19e siècle dit ça ne me concerne pas, c'est un problème géologique. Le mot n'existait pas. Il n'existait pas le mot inflation au 19e. C'est un problème géologique. On trouve de l'or, il y a des hausses de prix, c'est pas moi qui me concerne. Donc il va falloir réfléchir à tous les outils de la politique économique et je maintiens tout ce discours sur c'est la consommation et tout ça, et on va redécouvrir les vertus de la loi de C et redécouvrir que la déflation est une bonne chose, mais que c'est une mauvaise chose pour ceux qui n'ont pas anticipé l'arrivée de la déflation. Roland Gillet. Il y a juste un point, et je rejoins ce que Jean-Marc a dit sur pas mal de choses, mais sur la question est-ce qu'on a besoin d'une banque centrale même s'il n'y a pas d'inflation?
quand la Banque centrale joue un rôle aussi important que la Banque nationale suisse, par exemple, où elle gère très très bien alors que toutes les autres gèrent moins bien. Je me souviens encore, quand j'étais en culotte courte, avoir été manger des cafés glacés. Les gens qui me connaissent verront que j'aime bien les desserts. Et je disais toujours à mes parents en rentrant, c'est quand même incroyable les Suisses. 7 francs suisses. 7 francs suisses, 7 francs suisses, 7 francs suisses. Depuis 10 ans, c'est 7 francs suisses le prix de mon café liégeois. Alors que Madame Blanche à Bruxelles, c'est 21, 25, 35, 36 francs belges. Et mon père me répondait, oui, mais ça ne change rien parce que le franc suisse s'apprécie par rapport au franc belge. Et moi, quand j'achète les francs suisses pour aller acheter ta Dame Blanche, j'ai bien vu que, pour acheter ton café liégeois, au bout du compte, ça ne change rien. Et puis à un moment donné, je lui dis, alors que je vous dis, j'avais pas encore l'idée de faire de l'économie, je lui dis, mais alors, pourquoi tu habites dans un pays où il y a de l'inflation alors que là-bas, si j'étais en Suisse, et regardez, parce que ça va jusqu'à aujourd'hui, oui. Regardez la manière dont la Banque nationale suisse gère. Elle protège toujours le pouvoir d'achat dans un monde où, je vais dire, ça ne fait pas nécessairement plaisir aux hôteliers suisses. Regardez l'inflation qu'ils ont. Ils sont de nouveau à 0% d'inflation. Donc une banque centrale qui gère très bien son bilan, même à y mettre des actions, ce qu'a fait la Banque nationale suisse, aboutit aujourd'hui à avoir une monnaie qui conserve son pouvoir d'achat, qui a des taux d'intérêt sur la dette du pays qui est bien gérée de façon confédérale. Oui. Et donc il y a même de nouveau des taux d'intérêt à 0. Donc tout ça va dans le bon sens. Donc quand on fait les choses convenablement, la Banque centrale peut y aider. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que la Banque centrale, effectivement, elle était appelée en renfort dans une période où il y avait de l'inflation. Et donc je dis maintenant, il n'y aura plus d'inflation. Quoi que fasse la Banque centrale, il n'y aura plus d'inflation. Et donc il faut se poser la question de savoir quelle est l'utilité de la Banque centrale. Qu'est-ce que l'on lui donne comme mission ? C'est ça. Alors on peut le tourner comme ça. Oui. Jean-Marc voit long terme, très intelligemment, comme toujours, et au-delà de la colline. Oui. Le risque, c'est que dans la il y a des questions d'horizon dans ce qu'on dit. Guillaume Dard, vous parlez de aujourd'hui et maintenant. Sans être aussi alarmiste que le rapport que vous citez, on va avoir une phase d'adaptation qui va être très violente, dans laquelle il va falloir donner massivement de l'aide sociale générale et qui va être passée par de l'impression monétaire à grande échelle. Après, une fois que la catastrophe finale aura été réglée, il y aura l'univers radieux de Jean-Marc. Ce avec quoi je ne suis pas d'accord, c'est que j'insiste sur le fait que les deux éléments qui pèsent sur les prix, c'est l'intelligence artificielle et c'est l'entrée sur le marché du travail de la jeunesse des pays émergents. La Banque mondiale, dont le travail, à mon avis, est plus sérieux, encore une fois, que ce travail-là, anticipe qu'il va y avoir 1,3 milliard de jeunes qui vont apparaître sur le marché du travail dans les 10 ans qui viennent. Elle explique que ça fait une création de 130 millions d'emplois salariés à trouver par an, sachant que jusqu'à présent, ce que ces pays-là ont été capables de créer, c'est 80 millions. Et donc la Banque mondiale nous dit, si vous passez de 80 millions d'emplois à 130 millions, il y a une pression sur le marché du travail telle que les salaires vont baisser. Donc les salaires vont baisser. Mais demain, vous gérez le monde entier. Si on parle des pays, on parle de nos pays, de la Belgique, de la France, etc., il va y avoir une résistance. Il faut en plus dire que vous allez avoir en plus 5 millions de gens qui arrivent en plus. Il faut être éclairé du global pour prendre les bonnes décisions. Ce qui va arriver, c'est les produits fabriqués par ces 130 millions de personnes. Évidemment. Merci pour ce débat absolument passionnant. On voit loin et clair, un peu plus clair en tout cas, je l'espère,